S'il y a bien un moyen de reconnaître un grand réalisateur, c'est voir les réactions du public quand il sort son nouveau film. L'Odyssée de Christopher Nolan, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu des critiques aussi dithyrambiques dans le c'est extraordinaire, dans le c'est absolument lamentable. On peut en parler comme d'un film qui dure 6 heures au lieu de 3 heures et qui est complètement abject. On peut en parler déjà comme le pire film de Nolan. C'est bien, hein, pas du tout de culture de l'instant. Ou alors, c'est absolument fabuleux. C'est le meilleur Nolan. C'est le meilleur film de genre depuis Gladiator, etc. Alors que le film n'a qu'à peine 48 heures d'existence. Je trouve ça extraordinaire. Ça prouve quand même que, pas tous évidemment, mais c'est de plus en plus difficile d'être nuancé quand on parle de cinéma. Pourtant, le film, l'Odyssée de Christopher Nolan, est vraiment très très bon. Mais il n'est pas exempt de défauts. Il y a des défauts que je peux vous trouver assez rapidement. On voit que Christopher Nolan n'est pas un maître dans l'art de filmer la chorégraphie des combats. Je pense notamment à la fin du film, où c'est vrai que ça peut paraître brouillon par moments. C'est pas forcément ce qu'on demande à Nolan. Il est beaucoup mieux dans le contemplatif, dans les dialogues, dans la mise en scène, dans le visuel, dans tout ce qu'il nous a montré au cœur de sa carrière, même séquences de course-poursuite, etc. Il y avait des combats dans les Batman, mais là on voit que c'est pas forcément son rayon, puisque c'est quelque chose de nouveau. Je trouve qu'il y a quelques longueurs, notamment vers la fin du récit. C'est un très gros morceau de cinéma. Et d'un point de vue personnel, au niveau des costumes, j'ai certaines, évidemment, difficultés à adapter les costumes qui ont été proposés, à voir les costumes qui ont été proposés par rapport au film. Mais par contre, il est indéniable que ce film est fait par quelqu'un qui aime le cinéma. Quand Christopher Nolan te propose l'Odyssée, il te propose de le voir au cinéma. C'est une lettre d'amour au cinéma, pas par rapport à son narratif, mais uniquement par rapport à ce qu'il a offert comme performance visuelle, musicale et d'ambiance à l'Odyssée. Il y a des séquences exceptionnelles dans ce film. Vraiment. Et c'est aussi pour ça qu'il faut nuancer le propos. Parce qu'il peut y avoir du négatif, mais il n'y a pas que du négatif. La séquence du Cyclope, la séquence de Circé, qui moi, personnellement, m'a presque marqué et choqué, dans le sens où c'est quand même assez viscéral et ça peut par moments tomber dans l'horreur et dans le gore, là où j'attendais pas forcément Nolan, mais où il est très très bon. La mise en place de la tension crescendo, bien aidée par la musicalité de Ludwig Göransson, qui a une omniprésence dans le film fabuleuse. J'ai adoré aussi le travail du son, le mixage son, parce qu'il est important. J'ai beaucoup aimé le travail du son, le mixage son, les bruitages, etc. Parce que ça amplifie complètement ce qu'on voit à la caméra. Anna Thaoué, je l'ai trouvé superbe. Samantha Morton, je l'ai trouvé superbe. C'est vrai que c'est une vraie œuvre de cinéma. Et rien que pour ça, on peut remercier Christopher Nolan, parce que globalement, il nous offre une vraie œuvre de cinéma. Et c'est quand même important, parce qu'il faut ramener des gens en salle. Je pense qu'un film comme l'Odyssée, c'est un film qui peut effectivement ramener les gens en salle. Il y a des scènes qui te mettent une gifle, ça c'est vrai. La prise de Troie, dans la montée, encore une fois, de la tension, petit à petit, le visuel, l'esthétique, la colorimétrie, évidemment, mais vraiment, je pense plutôt au côté très contemplatif. Le montage du film aussi est très intéressant, puisque la narration va se faire par rapport au montage et par rapport aux séquences, où on est beaucoup dans des personnages qui vont raconter certaines séquences et qu'on va revoir aussi. Donc c'est un montage qui est non linéaire. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai savoir-faire dans l'Odyssée. C'est pas parfait, mais alors... Encore une fois, faut doser. Entre c'est extraordinaire et c'est complètement lamentable, voir l'Odyssée aujourd'hui et dire que c'est le pire Nolan, non seulement tu prends pas de recul, mais en plus, c'est quand même, je trouve, être très difficile avec le film l'Odyssée. On va donc parler de l'Odyssée, puisque c'est important. Sorti donc cette année, en ce 15 juillet 2026, puisqu'il est sorti hier, avec au casting, alors, Tom Holland, Matt Damon, Anna Thaoué, Charlize Theron, The Goat, John Bernthal, Travis Scott, Samantha Morton, Ryan Hurst, Mia Goth, Robert Pattinson, le plombier de Robert Pattinson, la femme de chambre de Brad Pitt, le témoin de mariage de Guillermo del Toro, les jumeaux qu'ont eu Clint Eastwood en 1996 et Marin. Voilà, il y avait... Non mais c'est hallucinant ce casting.
Genre, tu regardes, tu te dis, mais où est-ce que vous êtes allé trouver le budget pour payer tous ces mecs? Enfin, c'est vrai, Zendaya aussi, évidemment. Il y a même le comédien, que j'aime beaucoup, qui jouait Is dans Walking Dead, vous me rappellerez son nom, qui a joué aussi Dr. Dre dans NWA Straight Outta Compton, qui a eu un rôle dans Kong Skull Island, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Vous me redonnerez son nom parce que là, il m'échappe. Il a le rôle d'un des prétendants donc, de Penelope. Donc c'est vrai que le casting est énorme. Globalement, oui, c'était un des films les plus attendus de l'année. C'est le grand retour de Christopher Nolan. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est le retour de Christopher Nolan dans une thématique qu'on ne connaissait pas de lui. Le péplum, le film presque historique, mythologique, autour donc de l'Odyssée d'Homère, donc avec Ulysse effectivement, qui après Troie va tenter de retrouver Pénélope et son fils, et qui va traverser tout un tas de péripéties, d'un Cyclope à Circé, en passant par les enfers avec Hadès, les sirènes, etc. Donc voilà, si vous connaissez un petit peu la mythologie, vous verrez évidemment de quoi je parle. Et effectivement, c'est un gros morceau de cinéma. Et alors moi, la première chose que j'ai envie de dire en faisant cette critique, c'est que j'étais très intéressé par ça, parce que vous allez me dire dans le chat si vous le voyez de la même manière. J'ai eu une discussion avec le daron hier justement là-dessus. Pour moi, Christopher Nolan est un maître du réalisme. Il n'y en a pas beaucoup, des réalisateurs comme lui, qui sont capables de te faire croire en absolument tout et n'importe quoi. Christopher Nolan, quand tu regardes Batman, tu as l'impression que les super-héros, les justiciers peuvent exister dans notre vie, puisque c'est mis à échelle humaine sur un plan extrêmement réaliste. Quand tu regardes Interstellar, tu as l'impression que c'est le film, avec quelques autres, notamment 2001, Odyssée de l'espace ou Gravity, qui te font croire que tu peux aller dans l'espace et que tout est tangible et réaliste. Quand tu regardes Tenet, tu prends conscience que les voyages dans le temps, etc., de la manière dont c'est réalisé, avec sa mise en scène, tu peux y croire. J'étais hyper intrigué, moi, de voir justement ce qu'il allait faire avec de la mythologie, notamment les dieux, etc., et puis des cyclopes, des sirènes, des choses qui n'existent pas, et comment il va réussir peut-être à les rendre réalistes. Et bien, au même titre que ses œuvres précédentes, et je suis entièrement d'accord, je trouve que il y a un peu de Denis Villeneuve aussi. À Michael Mann, un peu moins, mais vous verrez, je trouve qu'il y a un peu de Denis Villeneuve dans l'Odyssée. Ça se rapproche un petit peu d'ailleurs de Dune. Je trouve que c'est deux films qui ont beaucoup de similitudes. Il y arrive parce qu'il replace ça à l'échelle humaine. Au-delà de la mythologie, au-delà des séquences d'action, au-delà du périple d'Ulysse, ce qu'on a aussi, c'est une Odyssée fantastique avec des choses qui dépassent complètement les personnages, ramenées à échelle humaine, ramenées à l'échelle de gens qui veulent juste rentrer chez eux, ramenées à l'échelle d'un père qui veut revoir son fils et sa femme, ce qui est tout l'objectif évidemment de l'Odyssée, mais qui là est fait aussi d'une manière de mise en scène où je vais pas vous dire que ça rend les choses crédibles ou réalistes, puisqu'on sait que ces choses-là n'existent pas, mais où dans la mise en scène de Nolan, tu retrouves quand même par moments ce statut d'échelle humaine, où effectivement, t'es constamment avec les personnages, et tu le vois dans les séquences, il n'y a pas de surenchère, il n'y a pas d'envie d'aller avoir une omniprésence d'effets spéciaux, de séquences d'action à rallonge, etc. Je pense notamment au monstre de Scylla, je crois, qui prend 6 naufragés, qui malheureusement dévore 6 personnes pendant l'aventure. C'est une séquence qui est très courte. La séquence du Cyclope, alors non seulement la séquence du Cyclope, elle est superbe, parce que Nolan, là, quand il fait de l'horreur, il te maintient l'attention d'une manière de mise en scène qui est fabuleuse, mais c'est aussi très peu d'effets spéciaux. On voit que c'est beaucoup d'effets pratiques, etc. Et on le ramène une nouvelle fois à l'échelle humaine, où finalement le Cyclope n'est presque pas un monstre. Il l'attaque pas s'il n'a pas d'envie de manger ou autre. Il n'y a pas cette envie, je pense, d'aller dans un fantastique pur pour sortir un petit peu de ce récit. Le monstre, c'est pas 5 et 1, les sirènes. Non, il en prend 6. Le monstre de Scylla, il en prend 6. Les sirènes en prennent 1. Et il y a cette chose-là. Et alors, j'en parlais tout à l'heure, justement. Moi, une des choses qui m'a bluffé, c'est le son. Je le dis parce qu'effectivement, Ikea parle des hurlements du Cyclope. C'est très très rare que je sois dans une salle de cinéma, et que je regarde un film en espérant vite que la scène se termine. Pas parce que la scène n'est pas bonne, mais parce qu'il y a une omniprésence des bruitages, du mixaction, des effets sonores et de la musique qui est tellement importante
que ça t'emmène littéralement dans le film, et c'est de la qualité de mise en scène et qui va mettre à Nolan, mais aussi à toute l'équipe qui travaille avec lui, parce que c'est énorme. La scène avec Circe où elle transforme les mecs en animaux, c'est glauque. Je vais pas citer Substance, par exemple, ou des films vraiment, mais il n'y a pas d'effets spéciaux. Tout est fait en maquillage, etc. Elle brande littéralement son bras dans la bouche des mecs pour les transformer. Elle module un peu leur visage au fur et à mesure dans une scène qui est glauque, qui est ignoble au possible à regarder, qui, moi, m'a fait penser un peu à du peu de choses que j'ai pu voir, parce que j'ose pas le regarder, ce film, mais Substance, ou d'autres choses dans ce délire-là. Tu peux penser à La Mouche, tu peux penser à The Thing, tu vois, des trucs qui sont vraiment où on voit, où on touche les choses, où on n'est pas dans de l'effet spéciaux, mais on est dans de la démonstration d'ordre du physique pur. Et cette scène-là, elle est d'une tension et d'un malaise extraordinaire. Extraordinaire. La prise de 3 avec la montée de la musique de Ludwig Göransson, la photographie et puis tout ce qui se déroule, où, depuis le moment où on voit le cheval jusqu'à la fin traîner sur le... Enfin, c'est dit en plus à travers la voix off de John Berntal, puisque c'est Ménélas qui parle, et ça dans le film, en fait, ils le font beaucoup. C'est régulièrement des voix off de ceux qui expliquent un petit peu. Ça va être Ulysse qui explique, tiens, bah, il a fait ça, ça, ça. Il l'explique à Charlize Theron qui joue Calypso. Ou alors John Berntal qui va expliquer à son fils, ah bah oui, bah, j'étais avec ton père dans le cheval. Et donc, du coup, la mise en scène avec le montage un petit peu, non pas alterné, mais non linéaire, et ben je trouve que c'est hyper bien vu, quoi. C'est hyper bien vu. Alors, cette scène-là, elle est mais d'une précision technique, la scène de la prise de 3, qui est fabuleuse. Qui est fabuleuse. Il y a des séquences, je vous dis, hein, je peux pas aller au-dessus de 4 sur 5, parce que je reconnais aussi quand un film est trop long, et je trouve qu'en fait, Ulysse, à partir du moment où il revient parmi les siens, c'est trop long pour ce que c'est. Et la dernière scène, pour être tout à fait honnête avec vous, je la trouve un peu grotesque. Moi, ça m'a sorti un petit peu du métrage. Le coup du Ulysse qui part en 1v50 contre les autres, c'est pas très bien réalisé. Là, pour le coup, désolé, je considère que la réalisation, c'est pas de la faute de Nolan, mais je reprochais déjà un peu ça à Dark Knight Rises, par exemple. Les chorégraphies de combat, les choses comme ça, tu vois qu'il y a peut-être un manque d'habitude, ou que c'est pas là où il mise ses films et son récit la plupart du temps. Parce que là, j'ai trouvé que c'était assez brouillon, que c'était pas de la grande réal, et que quand t'es dans un péplum comme ça, style ce qu'a fait Ridley Scott sur Gladiator ou autre, tu dois avoir une mécanique de précision pour réussir ça, et là, c'est pas le cas. Et il y a pas mal de séquences comme ça, hein. De toute façon, la scène aussi où ils arrivent et ils se font attaquer par des espèces de géants, enfin des mecs, des guerriers qui font 2,50 m de haut, c'est pareil. Moi, cette séquence-là, je l'ai pas trouvée extraordinaire, notamment parce que la photographie est nettement moins bonne que le reste du film, c'est beaucoup trop terne. Et il n'y a pas cette maestria réelle que d'autres peuvent avoir quand ils font du péplum. Mais par contre, quand il fait du contemplatif, quand il prend les grands espaces, parce que c'est à 1 mètre, hein, Nolan, pour montrer les grands espaces, le visuel, la photographie, des choses absolument sublimes, bah quand il te montre ça, ouais, tu te dis, putain, t'es fort. Franchement, t'es très fort. Parce que là actuellement dans le cinéma, ouais, moi j'en vois deux qui sont capables de faire des blockbusters intimistes d'auteurs comme ça, avec une telle échelle de plan, avec avec un tel aspect contemplatif, mais en même temps bien aidé par la musique, etc. La direction d'acteur, c'est Denis Villeneuve et Nolan. Voilà, c'est les deux qui, voilà. La séquence de la prise de 3, mais elle m'a été montrée au ciné. Il y avait aussi un jeu sur les ombres et l'iconisation de Agamemnon assez folle, malgré son armure discutable. C'est exactement ça, Pritch, t'as tout dit. Le moment où on voit Agamemnon, l'iconisation... Puis alors, faut savoir que dans cette séquence-là, la musique démarre lentement et ça dure. Et tu retrouves le Ludwig Göransson qu'on connaît. C'est-à-dire que là, pour le coup, Göransson, il va partir sur sa composition lyrique et il va rajouter de l'électro et quelques voix par-ci par-là pour faire ce style si particulier qu'il a, où de temps en temps, t'as mis limite l'impression d'entendre ce qu'il avait fait sur le Mandalorien, là, récemment, le film Le Mandalorien. Parce qu'il part dans des expérimentations musicales. Enfin, moi, j'adore ce mec. Et c'est vrai que ça aide. Et bam, les portes de 3 s'ouvrent, et là, t'as l'iconisation sans le moindre son, sans la moindre musique d'Agamemnon. Le costume d'Agamemnon, Pritch, pour moi, c'est pas celui qui m'a le plus dérangé. Ceux qui m'ont le plus dérangé, c'est ceux dont je parlais, là. Les mecs de 2,50 m de haut avec leur truc toute grise, là. Je sais pas, c'est...
Un peu le genre de séquences qui me font sortir du péplum parce que je me dis, mais ça sonne un peu faux. Donc il y en a des défauts, il y a quelques longueurs aussi, c'est un peu long, là, voilà. Mais par rapport à ce que j'ai dit, Papy posait la question, je sais pas si c'était toujours là Papy, on peut aussi le considérer ça, et c'est vrai, il y a énormément d'acteurs, il y a énormément de personnages. Bon oui, sur 2h50, sur 2h50, tu peux pas, voilà, tu peux donner quelques catégories. Par Elliot Page. Elliot Page, rôle plus que minimaliste, mais rôle plus qu'intéressant et plus qu'important, puisque on pense qu'on va quasiment pas le voir de l'ensemble du long métrage, et puis on se demande même pourquoi avoir pris un acteur comme Elliot Page, qui est quand même connu pour faire juste ça. Il se trouve qu'en fait, on la revoit quand Ulysse part dans les enfers chez Hadès, et que c'est là où tout va se jauger par rapport à ce personnage. Et toute cette séquence-là, notamment avec la photographie, etc., est somptueuse, mais le propos est intéressant aussi vis-à-vis de ces Sinon, je crois, qui est interprété par Elliot Page. Ça a des conséquences sur le récit. Donc là, tu vois, Papy, Elliot Page, peut-être 6 minutes sur 3h50, mais 6 minutes pertinentes. Bah, t'en as d'autres. Robert Pattinson, il a beau être bon, ça a beau être le mec qui courtise le plus Pénélope pour prendre la place d'Ulysse sur le trône, et on sent qu'avec Mia Goth, etc., il y a une espèce de... Je ne le trouve pas pertinent, Robert Pattinson, pas de sa faute à lui, mais il n'y a rien qui, même s'il a beaucoup plus de séquences, il n'y a pas de travail de profondeur sur ce personnage-là. On sent qu'il est là parce qu'il doit mettre à un moment donné en place le fait que des concurrents arrivent pour Pénélope. Mia Goth doit avoir 6 répliques, honnêtement, presque du gâchis de comédien à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, Mia Goth, quand tu vois ce qu'elle est capable de faire, tu te demandes un peu si c'est pas à un moment donné simplement parce que, ah ouais, putain, j'ai envie de jouer avec un Nolan, t'es ouf ou quoi? Évidemment que si je peux jouer avec Nolan, je joue avec Nolan, t'es un baiser. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on est moins dans du... On est moins dans du travail important. Par contre, le travail autour d'Ulysse, son rôle de père, le rapport à l'échelle humaine sur quelque chose qui le dépasse, est intéressant, notamment son lien avec tout son équipage, qui est quand même beaucoup travaillé. Circe, Samantha Morton, c'est simple, elle a une scène. Je pense que Samantha Morton est peut-être la meilleure actrice du film. Désolé de dire les termes, hein. Samantha Morton, elle a une scène. C'est la scène qui va rester gravée pour tous ceux qui ont regardé l'Odyssée. C'est certain. La scène avec Circe, la scène avec le Cyclope, c'est certain. Et la prise de Troie, je pense que c'est vraiment les grandes séquences où on va se dire ah putain, Nolan, il est fort. Avec sa caméra, en plus, il tourne en IMAX, il est sur 70 mm, je crois, donc c'est la première fois qu'on tourne avec des trucs comme ça. Là, tu fais, ouais, la qualité de l'image. Et moi, je vous dis encore une fois, la qualité sonore. Samantha Morton, elle a un talent d'actrice, là, dans ce film, qui est exceptionnel. Alors, on revient de loin depuis Alpha dans Walking Dead. Il faut savoir que Samantha Morton avait été oscarisée ou nommée aux Oscars avant, je sais plus. Elle n'a pas attendu Walking Dead pour être une grande actrice. Walking Dead, elle est nulle parce que les mecs qui font Walking Dead sont nuls. Donc, à mon avis, elle devait pas avoir beaucoup de direction de comédienne, hein. Elle a fait un peu ce qu'elle pouvait. Elle voulait jouer le côté animal. Ils lui ont sûrement dit que c'était très bien parce qu'il fallait tourner vite. Enfin bon, c'était nul à chier. Mais en même temps, Walking Dead à cette époque-là, c'était nul à chier. Donc, c'est pas Samantha Morton qui va proposer quelque chose de... Voilà. Malheureusement là-dedans. Mais tu vois, là tu vois qu'elle a un rôle fantastique. Fantastique. J'aime par exemple l'idée, mais ça j'en reparlerai plus tard, j'aime l'idée d'avoir donné le rôle de Ménélas à John Bernthal. Parce que Ménélas c'est celui qui va énormément parler à Tom Holland, parce que j'ai perdu le nom du fils d'Ulysse, c'est un nom à rallonge. J'allais dire Terraclope, mais c'est pas Terraclope, c'est pas Thémaclope, bon, c'est un truc qui termine en haut et qui en hop et qui commence par T ou téléracte ou técéphale ou équilatéral, enfin voilà, télémaque, voilà c'est ça, ouais, téléphérique. Bon donc en gros, on a Ménélas qui parle à téléphérique et qui lui... non mais vas-y là, leur nom là c'est déjà un miracle que je me rappelle d'autant, mais alors sans déconner les mecs, hein, télémac. Télé 7 jours. Non, mais ça, putain, attends. C'est quoi ces noms de Golemont, là? Enfin, bref. Mais donc, du coup, c'est Ménélas qui va raconter donc l'histoire qui va raconter l'histoire d'Ulysse et de ce qui s'est passé à son fils. Je trouve que c'est très malin, alors qu'il le sache ou non, mais je trouve que c'est très malin de la part de Nolan d'avoir fait en sorte que ce soit John Bernthal qui joue Ménélas. Non seulement parce que pour le côté bourru qui était Ménélas, c'est pertinent, mais surtout
Parce qu'il y a une telle alchimie entre Berntal et Holland depuis longtemps. Hein. John Berntal, il connaît Tom Holland depuis qu'il a 17 piges. Il y a une telle alchimie entre les deux. Ils ont déjà joué dans un film ensemble. Ils vont rejouer dans Spider-Man ensemble. Là, c'est leur troisième, donc voilà. Et puis, c'est des mecs qui s'adorent, globalement. Et ben, je trouve que l'alchimie entre les protagonistes, elle est tout de suite plus pertinente, elle est tout de suite plus forte. Et ça se voit beaucoup plus si ces deux comédiens qui, à un moment donné, ont une sorte de passation où le peu de scènes qu'ils ont ensemble sont marquantes parce que tu vois vraiment que les acteurs sont en osmose totale entre leurs jeux, quoi. Et je pense que ça se verra encore plus sur Spider-Man parce que le Punisher, de toute façon, lui, est très proche de Spider-Man. Donc là, on va avoir la double palette. Mais oui, non, c'est vrai qu'au niveau des comédiens, il y en a tellement que, en fait, papy, je vais te dire, je pense... Alors, est-ce que je suis revenu? Normalement, oui. Ça a bugué, mais je sais pas trop pourquoi. Je saurais pas vous dire. Je crois que c'est ma box qui a eu un petit bug. J'en étais où? Je disais quoi? J'en étais resté où? C'est pas grave, du moment que j'ai toujours le stream en une seule fois, c'est le plus important. Tu penses? Oui, bah merci, c'est gentil, Ikea. Oui, je me doute que je pensais à un truc. Mais le problème, c'est que je me souviens plus quoi. T'allais parler à papy. Bah oui, mais non, mais c'était il y a longtemps. Ah oui, si, c'est bon. En gros, papy, je te disais, je pense que le film, il y a peut-être une tendance aussi à se dire, tiens, tel ou tel ou tel ou tel personnage ne sont pas forcément beaucoup développés, ce qui peut être vrai chez certains, mais c'est surtout amplifié malheureusement par le défaut d'une qualité qui est le casting. Je pense que si par exemple la servante de Pénélope qui trahit Pénélope avec Robert Pattinson n'était pas Mia Goth, mais une actrice lambda, bah tu vois, il y aurait moins cette sensation de putain, mais il y a God dans le film et tout, je suis vachement curieux. Ah, tout ça pour ça. C'est aussi malheureusement le problème, c'est d'avoir un casting tellement riche que tu finis par te dire ah putain, mais vous avez un nombre de mecs incroyable là, mais vous allez en faire quoi de tous ces gars-là? Parce que bah et forcément ça joue. Hein. Alors ça ne veut pas dire que euh, on pardonne aux films d'avoir malheureusement peut-être des personnages moins travaillés que d'autres. Mais bon, Zendaya, j'ai trouvé un peu fantôme dans le film. Mais Zendaya, c'est une figure. Zendaya, c'est une figure. Alors moi, de ce que j'ai compris dans le film, mais avant vous me direz peut-être que c'est pas ça, hein, mais de ce que j'ai compris dans le film, je crois que Ulysse considère Zendaya comme étant Athéna. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait que Zendaya, c'est aussi un démon qu'il a encore, parce que il y a une réflexion autour du film qui ramène à l'époque d'aujourd'hui qui est intéressante, où en gros, pour vous expliquer, Ulysse, il a des visions de Zendaya qui va l'aider dans tout son trajet, ou en tout cas le questionner tout le long de son odyssée. Et lui, il considère que Zendaya, c'est Athéna. Sauf qu'il ne sait pas qui est Athéna. Il voit Zendaya et il considère que c'est Athéna. Et à la fin du film, pendant la prise de Troie, on voit en fait que Zendaya, c'est une nana qui a été sacrifiée. Et il se trouve qu'elle a été sacrifiée. On lui a coupé la tête au même moment que ceux qui étaient en train de pulvériser les Troyens décapitent une statue d'Athéna. Donc peut-être qu'il a fait le rapprochement du coup entre Zendaya et la statue et qu'il a donné lui par la suite le visage de Zendaya, de cette sacrifiée, à Athéna comme un symbole. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à la fin du film, je trouve ça plutôt intelligent. Alors déjà, j'ai juste une petite quenelle quand même personnelle à tous les branleurs et les branles que dalle qui étaient déjà en train de chier sur le film et à mettre un maximum de dislikes parce que Hélène de Troie elle est noire, parce que Elliot Page c'est Achille. Les gars, Elliot Page c'est pas du tout Achille et on en a strictement rien à foutre étant donné le contexte que Hélène de Troie soit blanche ou noire ou asiatique, ou on s'en bat les couilles mais si fort. Et ça fait tellement plaisir de voir qu'en fait tu te rends compte que Nolan il devait tellement en avoir rien à foutre de ça, parce que quand tu vois le film, il y a même pas le moins de degré de trucs de wokisme ou de machin ou de quoi que ce soit, ou de t'as quand même l'impression à un moment donné que ça a été mis là pour faire genre de site. Pas du tout. Rien. D'ailleurs, faut être à peu près lucide, Hélène de Troie ne sert pas à grand chose et ça sort non plus avec Agamemnon. Hormis pour travailler Ménélas et travailler ce qui est devenu Ulysse après. Donc, encore une fois, les gens se prennent la tête pour rien sans savoir.
Elliot Page, je trouve qu'il fait un bon travail, notamment du côté des enfers, parce que sa discussion est pertinente. Et comme par hasard, c'est symptomatique de notre société d'aujourd'hui. On voit une photo où on voit Elliot Page qui est un peu couvert de boue. Ouh là là, bah dis donc, il doit jouer Achille, c'est sûr. Et en fait, d'un con qui a dit ça, tout le monde a répété ça et tout le monde s'est dit, mais prendre Elliot Page pour jouer Achille, mais vous vous rendez compte quel cauchemar. C'est même pas Achille, les gars. C'est même pas, en fait, vous êtes vous êtes victime de votre propre stupidité, les gars. Vous vous êtes fait Daniel RP4isé. Vous vous êtes fait Daniel putain d'RP4isé. On vous raconte de la merde, vous y croyez parce que pour vous, de toute façon, bah c'est sûr. Bon oui, ça doit être ça. Et puis il faut râler. Ah, faut râler parce que c'est woke, ceci, cela. Bah merci Christopher Nolan déjà de pas être tombé dans le piège, parce qu'il y a aucun wokisme dans le film, rien du tout. Rien du tout. Il y a une séquence où je trouve Anna Thaoué merveilleuse, où elle parle justement du trône. Ça dure 15 secondes. Elle dit juste à Tom Holland, en gros, oui, il faut un roi, c'est ça, il faut un roi. Il faut forcément que ce soit un homme. Parce que moi, là, pendant 15 ans où j'ai tenu la baraque avec mon expérience, mon souci, mes trucs, mes machins, il faudrait que je m'efface juste parce que t'as 3 poils au menton. C'est autant la réflexion d'une mère qui engueule son fils parce que son fils a les yeux plus gros que le ventre, de quelqu'un qui a trimé pendant 15 ans avec des courtisans qui la faisaient chier sans arrêt et elle a essayé de garder Ithac à flot seule, plus que du wokisme en mode coucou les gars, c'est girl power à la Barbie. 20 ans, Skedra. Et bah oui, il faut que ce soit une femme sur le trône parce que la femme, attention, c'est l'avenir de l'humanité. Il part pas là-dedans, Nolan. Mais par contre, il oublie pas que le personnage de Pénélope, c'était un personnage hyper important et que de par conséquent, elle a aussi le droit de s'exprimer en tant que femme forte. En fait, il a juste tout compris. Et sauf que les teubés qui considèrent que c'est du wokisme, ils comprennent pas qu'Hélène Ripley, sans Alien, elle te disait déjà la même chose. Et que Sarah Connor, dans les années 80, elle te disait déjà la même chose. Juste là, aujourd'hui, bah, comme Hollywood a tendance à en faire un petit peu plus, bah, t'as considéré que t'étais hermétique et qu'il fallait faire comme ça et que maintenant, on faisait ça sans arrêt. Parce que t'es un demeuré. Mais je veux dire que il y a 40 ans, ils faisaient déjà la même chose et bizarrement, personne disait rien. Hein. J'ai pas l'impression, moi, que dans les années 70, tu vois, quand en back-to-back, on a Hélène Ripley, qui est la seule survivante du Nostromo, plus ensuite Sarah Connor, qui est le personnage principal de Terminator, ça faisait chier personne que ce soit une femme. Hein. C'est marrant, hein. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le wokisme de 79. Oui, c'est des wokismes différents, ça. Et pourtant, je le redis, je suis pas un grand fan du wokisme, mais je le répète, le wokisme, quand c'est un... Enfin, pour moi, le wokisme, c'est la symbolique de l'effet de mode. Ce que j'appelle, moi, du wokisme, c'est tous les effets de mode aujourd'hui qu'on nous met un peu, effectivement, à toutes les sauces. C'est-à-dire, quand c'est pas d'utilité narratif, que ça n'a aucun intérêt à être travaillé, et que c'est là... parce qu'on sent qu'il faut que ce soit là. Je suis d'accord qu'il y en a de plus en plus, certes. Maintenant, quand on dit que Last of Us est woke, parce qu'à un moment donné, il y a tout un épisode sur un couple gay qui est pertinent, utile et peut-être un des meilleurs de la série, faut aller se faire foutre. Parce que bah, le narratif fait que non, c'est pas woke, c'est comme ça. Et en fait, dans le jeu, c'est comme ça. C'est juste que toi, t'as peut-être un petit problème avec ta personne et que du coup, bah, t'es pas content de voir ça. Mais là, les gars, c'est pas notre problème. C'est entre vous et vous. Parce que sinon, il y a aucun souci à mettre... Non mais papy, j'ai raison ou j'ai pas raison, faut remettre l'église au centre du village. Le jeu vidéo te le dit qu'ils sont homosexuels. Les personnes qui ont les problèmes avec un épisode où on parle d'homosexuels, je suis désolé, c'est à régler entre eux et eux. C'est pas la faute ni de la série, puisque de toute façon, ils ont le droit, ni du jeu, puisque c'est dit dans le jeu. Mais bizarrement, papy, quand c'est sur une petite lettre, tu sais, à trouver dans le jeu Last of Us, en bonus, vite fait, là, comme ça, là, qui traîne par terre, ça dérange pas. Ça va, c'est juste un petit papier incollectible. Ah là, attention, quand on fait un épisode entier là-dessus, par contre, oula. Ah non, quand même. On est en 2026, non, quand même, faut pas déconner non plus. Mais je vous le redis, hein, personnellement, je suis pas un grand fan du wokisme, mais je suis d'accord que, pour moi, il y a de plus en plus d'effets de mode, et il y a de plus en plus d'effets dans le cinéma, dans les séries, dans la musique, à la télé, partout, où le cahier des charges et le quota, en vrai, il faut le mettre sur tout et sur rien, etc., tout le temps. Mais c'est vrai, ça. Mais ça dépend comment c'est fait. Si c'est fait comme un effet de mode, je ne suis pas fan, parce qu'en plus, ça dessert les causes en question. Par contre, si c'est fait de main de maître avec un bon narratif, etc., bah écoutez, dans ce cas-là, ça devient de l'art. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait? Oui, voilà, c'est exactement ça, papy. Ouais, ça aurait dérangé beaucoup moins de monde, mais enfin bref. Et donc, du coup, bah moi, je salue Nolan de pas être tombé là-dedans.
Parce que honnêtement, Hélène de Troyes, c'est un personnage qui est important parce qu'elle est Hélène de Troyes dans le narratif d'Hélène de Troyes. Qu'elle soit blanche, noire ou asiatique, on s'en fout. Et le film s'en fout aussi. Voilà, le film s'en fout aussi. C'est juste le personnage qui est tel quel et qui est plutôt cohérent avec ce qui se passe dans l'Odyssée. Pour le reste, après, Elliot Page, tu vois, il y en avait plein qui gueulaient. Elliot Page, c'est encore pire parce qu'elle s'en est pris plein la gueule, alors que globalement, il s'en est pris plein la gueule parce que globalement, on lui donnait un rôle qui était même pas le sien. Ce qui est quand même ça extraordinaire. Ce qui est quand même extraordinaire. Je sais pas si on se met à la place de ça aussi. Je veux dire, je parle même pas de ce que vous pensez d'être transgenre ou transsexuel ou d'être devenu femme alors que t'es un homme ou homme alors que t'étais femme ou machin. L'avis de tout à chacun, on s'en fout. Je parle simplement d'un procédé simple qui est tu t'en prends plein la gueule parce que t'as 2 secondes dans une bande-annonce, on pense que tu joues un personnage qui n'est même pas le tien. Et donc du coup, tu te fais démolir pour quelque chose que tu n'as même pas fait. Et là, en fait, il faut simplement remettre en question ceux qui, derrière leur ordinateur. Parce que le problème, il n'est pas sur Elliot Page, et le problème, il est clairement pas là-dedans. Et je pense que tous les gens qui ont chié sur Elliot Page en disant super, c'est Achille, tout ça pour ça, vous passez vraiment bien pour des tanches. Vous êtes des tanches, mais vous passez vraiment bien pour des tanches. Parce que là, c'est vraiment genre, ah bah oui, alors j'ai gueulé pour rien. Bah oui, t'as gueulé pour rien, pauvre con. Mais enfin, 2026. Bref, en tout cas, Nolan, ce qui fait d'intéressant à la fin du film, ça, il faut le redire. Par rapport à Zendaya, désolé, parce que c'était un petit... C'était une petite tribune, mais je pense qu'elle était quand même nécessaire. Que vous soyez d'accord ou pas, hein, mais il y a dans le film quelque chose d'intéressant, c'est qu'il va rapprocher, je trouve, enfin moi en tout cas, pour ceux qui ont vu le film, dites-moi, mais je trouve qu'il rapproche la guerre de Troie aux événements actuels. Ulysse, à la fin, il a un laïus où il dit qu'en fait, la guerre de Troie, ça partait d'une volonté de guerre, et en fait, en gros, j'ai plus les phrases exactes, il faudrait que j'aille revoir le film, c'est devenu un bain de sang un peu mégalo, où finalement, les hommes se sont complètement mis sur la gueule, alors que l'objectif, en fait, c'était plus ou moins de savoir vivre ensemble. Je crois qu'il y a une phrase dans ce style-là où il parle de plusieurs cultures, plusieurs enjeux, on était capable de beaucoup de choses, et en fait, on a tout perdu, et on sent véritablement qu'il met l'accent à la fin du film sur Troie, la représentation de la guerre de Troie, et cette représentation-là par rapport à ce qui est aujourd'hui la véracité de toutes les guerres qu'on a, et tous les problèmes qu'a la société ou les pays actuellement. Alors, c'est une interprétation très abstraite parce que j'ai vu le film qu'une fois. Alors, je pense qu'à mon avis, si je faisais la critique une deuxième fois, je serais beaucoup plus pertinent là-dessus parce que je prendrais des notes pour au moins essayer de vous donner les phrases exactes. Ce n'est pas ces phrases-là qu'il dit, mais ça y ressemble un petit peu. Mais en tout cas, ouais, Ikea, t'es d'accord? Moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti. J'ai ressenti ça comme ouais, une sorte de on voit ce qu'il en est de la situation actuelle et la représentation de la guerre de Troie. Et finalement, tout le côté presque abject et catastrophique et hard et nauséabond de la situation, on la remet au goût du jour pour illustrer ce qui se passe aujourd'hui. Mais bon, pas grave si j'ai pas vu la guerre de 2 et de 1. Non, ça c'est pas gênant. Par contre, il faut que tu regardes 2 ou 3 courses parce que y a un cheval en fait et il parle beaucoup du PMU. Et il y a un moment donné, d'ailleurs, je suis allé voir le film avec un pote, je me suis tapé une barre et tout parce que ça arrivait de temps en temps, on raconte des conneries, puis t'as Ulysse qui arrive dans la grotte et tout. Et puis mon pote, il me fait putain, mais attends, il fait super sombre là-dedans. Et je suis là, genre, ouais, pourquoi ils sortent pas leur téléphone pour mettre le flash? Il va trop con, Ulysse. Hein. Ils le suivent tous et tout. Alors, si, il y a un truc que j'apprécie aussi dans le rapport à l'échelle humaine. Ulysse est quelqu'un de terriblement humain, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs. On en parle comme une légende, quelqu'un d'extrêmement malin. Il l'est pas toujours. Hein. Il y a des trucs où des fois tu te dis bon. Je pense notamment à la scène du Cyclope où ils ont réussi à se barrer. Le Cyclope les traque pas et finalement lui il décide de balancer une flèche complètement lambda sur le Cyclope, ce qui fait que le Cyclope va les courser, il va en tuer 2 de plus. Pas sûr que ce soit le move de l'année. L'excuse d'Ulysse n'est pas terrible non plus, mais c'est ce que je trouve intéressant en fait, c'est que il fait pas de Ulysse un leader. Un peu à la Achille Brad Pitt dans le film 3, c'est-à-dire le mec, en fait,
bodybuildé, costaud, machin, incroyable. Enfin, rien ne peut le toucher. C'est la représentation du mec plus ultra. Enfin, c'est même plus un homme à ce niveau-là, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est un demi-dieu, mais c'est presque un dieu total. Là, Ulysse, on a quand même un rapport beaucoup plus humain de quelqu'un qui fait des erreurs, de quelqu'un qui doute, de quelqu'un qui, par moment, eh bien, n'a pas l'approbation de ses hommes, qui passe parfois pas loin de la mutinerie, mais qui fait quand même tout pour les siens, qui doit parfois faire des choix difficiles, notamment quand il y a l'espèce d'immense tourbillon là où ils pourraient soit tous mourir, soit accepter l'idée d'aller dans un petit canal où il y a le monstre de Scylla qui va lui en prendre 6, il est déjà au courant de ça. C'est des thématiques mythologiques qui je trouve intéressantes. Et là où je trouve que Nolan a été le meilleur, c'est qu'il a réussi à allier mythologie et humanité. Il garde son style, Christopher Nolan. Il a son style réaliste à hauteur d'homme, mais il manie ça parfaitement aussi avec le fait de s'approprier la mythologie. Et j'aime ça. J'aime ça parce que ça prouve que c'est un réalisateur qui sait tout faire. Là, honnêtement, on l'a vu avec Batman, on l'a vu avec Inception, on l'a vu avec Tenet, moi j'aime bien Tenet, on l'a vu avec Oppenheimer sur le biopic, là on le voit là. Moi, le nec plus ultra qui pourrait arriver maintenant, en tout cas parce que j'aime beaucoup Nolan, ce serait de le voir dans de l'horreur. Parce que je vous jure que la séquence du Cyclope et la séquence de Circé, où elle transforme les... C'est glauque comme c'est pas permis. C'est très bien fait dans la montée de la peur et de la tension, le jeu de l'obscurité, etc. Bah, Nolan, putain, par pitié, fais-moi un film d'horreur pur. Parce qu'il va se régaler là-dedans. Et il va nous régaler aussi, hein. C'est niveau de Ben Hur de 59 et Gladiator. Je vais pas, Apostel, je ne vais pas répondre parce que j'ai fait un petit laïus tout à l'heure sur la culture de l'instant c'est déjà le plus grand péplum. Enfin, quand t'écoutes les gens, c'est déjà le plus grand péplum de l'humanité ou alors c'est déjà la pire daube de Nolan. Et je ne supporte pas ça. Donc, j'ai besoin de le revoir au ciné. C'est une œuvre de cinéma à voir au cinéma. J'ai besoin de le revoir. Et j'ai surtout besoin de le revoir après en DVD ou en Blu-ray pour me refaire une idée sur du long terme. À ce moment-là, je pourrais te dire, oui, dans l'ensemble des peplones qui sont sortis, parce qu'on pense beaucoup à Gladiator, mais c'est vrai qu'il y a Ben Hur aussi, hein, qui était quand même un classique. Là, on pourra voir où se situe l'Odyssée. Mais c'est un très bon film, avec des vraies séquences impressionnantes, mais il a aussi quelques petits défauts. Pour moi, c'est un 4 sur 5. Là, à l'heure actuelle, Gladiator reste au-dessus, au bout d'un visionnage. Gladiator, il y a moins cet effet de longueur, bien mieux mise en scène sur les séquences de combat, moins de personnages, donc moins de frustration selon certains comédiens. Et je trouve plus cohérent et tangible sur les costumes. Sinon, pour le reste, ce qu'a fait Nolan, c'est très bien, hein. T'en penses quoi que Nolan nous prive du chant des sirènes? Ça rajoute tellement un truc. Oui, moi je suis d'accord. Je suis d'accord. La scène des sirènes, en fait, elle se fait... C'est là aussi que je parlais de l'importance du son et là, pour le coup, de l'absence de son. La scène des sirènes, vous n'avez pas le chant. Vous n'avez que Ulysse qui vous raconte effectivement ça après. Parce qu'ils se mettent de la cire dans les oreilles pour ne pas les entendre et donc du coup, on n'entend rien. Elles sont d'ailleurs filmées de très loin. Comme si c'était la représentation de quelque chose d'inaccessible, mais en même temps de tellement tentant. Il y a ce côté vraiment de désir, de vouloir l'entendre. Et je pense que c'est une mise en abîme, en fait. T'as les personnages qui veulent absolument entendre et les voir parce qu'elles sont toutes très loin, les sirènes. Donc il y a cette volonté d'y aller, et il y a la volonté pour le spectateur de rêver de pouvoir entendre le chant des sirènes pour voir ce que c'est, mais d'avoir cette frustration que non, mais de profiter du jeu de Matt Damon qui est fantastique sur ce truc, et de quelque chose qui est encore pire, c'est-à-dire le fait qu'il le raconte. Dans quelque chose qui est absolument abominable, où il nous raconte ça comme un chant qui est parmi les choses les plus horribles que tu puisses entendre. Moi, ça, je trouve ça génial. Moi, j'ai trouvé cette scène-là géniale. Par contre, est-ce que s'il y a certains connaisseurs dans le chat, qu'est-ce qu'elles font, les sirènes, quand on va les voir? Elles te bouffent? C'est quoi l'idée? Parce que les sirènes, tu peux pas aller les voir, mais les gens sont attirés par le chant des sirènes. Mais les sirènes, bon, bah, j'imagine qu'elles te tuent, mais c'est quoi le projet, genre? Elle te noie, il me semble. Il n'y a pas de... Avant... Ouais, c'est ça, papy. Il n'y a pas moyen de moyenner sur une petite suce.
Il n'y a pas un petit plaisir physique avant, histoire de se dire, bon, bah, je suis pas mort pour rien. Je connais pas, hein, donc... Le mec qui est jamais perdu, tu sais. Oh, j'en sais rien, elles te font perdre la demi-finale. Ah putain, fais chier. Donc tout vient de là, alors. Ah ouais, c'est vraiment de la merde, alors. Ça, elle tue pour le plaisir, en fait. C'est les descendantes de l'Indominus Rex, parce que ça sert même à rien. Bon, bah, c'est voilà, hein. Elles veulent juste à mort. Bon, bah, écoute. Bah, on les embrasse, hein. On les embrasse. Y a rien à gratter, juste le faire couler. Bon, bah voilà. Bah, super. Bah merci. Merci, hein. C'est la FIFA, en fait, hein. C'est génial. Non, mais oui, cette scène-là est bien. Et comme dit Preach, effectivement, qui dit pas voilà, que des choses abjectes et qui ne fait pas que ne pas faire ce qu'on lui demande de faire et ce qu'il était censé faire. Il faut savoir que Preach a quand même quelques qualités, même s'il a aussi énormément de défauts, on l'a encore vu aujourd'hui. Il a raison sur ça. Il n'y a rien de pire que ce que tu imagines. Et le fait d'imaginer mais ne pas voir et ne pas entendre, je trouve ça nettement plus intéressant. Donc moi, cette scène-là, je l'ai trouvée bien. Moi, j'ai pas eu de frustration derrière, mais il n'y a aucune scène de l'Odyssée telle que Ulysse vit ça qui m'a frustré ou déçu, hormis, mais c'est par rapport au costume, la scène où ils sont attaqués par des guerriers géants de 2,50 m. Sinon, rien. Je trouve que la représentation des enfers avec, dans le monde d'Hadès, là, avec tous les... tous les anciens membres d'équipage, tous les soldats qui étaient aux ordres de Ulysse et qui travaillent justement toute la thématique autour du personnage d'Ulysse et ses questionnements, ses doutes, etc. Bah moi, ça, je trouve ça super. Je trouve ça super. Donc, ouais, là-dessus, je n'ai absolument rien à dire de négatif. Hein. Il y a juste, j'aime la représentation, ouais, réaliste qu'il en a fait. Je leur précise parce que je trouve que je trouve vraiment que c'est le cas. Moi, je trouve qu'il a donné une représentation assez réaliste de la mythologie, ce qui était quand même assez difficile à faire, d'autant plus que là, tu parles de l'Odyssée et que tu as forcément des éléments fantastiques qui vont venir se joindre à la narration. Le géant, par exemple, hein, le cyclope, on ne le voit pas comme un monstre. À aucun moment, c'est un monstre. C'est limite un berger. Voilà, bon, bah, il doit bouffer, mais il n'est pas vu comme un monstre. À aucun moment. Parce que je pense que Nolan se l'empêche. Raison pour laquelle il ne nous fait pas entendre les sirènes, pour que ça garde un côté un peu plus terre à terre. Raison pour laquelle le monstre de Scylla, on ne le voit quasiment pas. Mais non, oui, c'est un film à voir. Par contre, par pitié, hein, allez le voir au cinéma. Me faites pas le coup du ouais, non, mais je vais aller le voir, mais j'irai le voir quand il sortira en DVD. Non, 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 non. Faut aller voir ça au cinéma. Hein. C'est une œuvre de cinéma. Hein. C'est voilà, allez le voir dans les meilleures conditions. Déjà, moi je vous dis, au cinéma, au Lido, là, j'ai été impressionné de la qualité du son, alors qu'il n'est pas réputé pour être le cinéma avec le meilleur son. Les écrans sont bien au Lido, mais pas le son. M'avait jamais vraiment marqué, moi. Ah là, honnêtement, j'ai trouvé la qualité du son exceptionnelle. Ça te prend au trip. J'imagine pas, là, si tu vas le voir en IMAX ou machin, ou dans un vrai truc où tu as une qualité Dolby Atmos ou quelque chose comme ça, laisse tomber. Mais c'est ça qui est terrible, papy, c'est que t'en as qui vont le regarder en streaming. T'as des gens qui vont le regarder en streaming, ou t'as des gens qui vont le regarder sur leur téléphone, ou sur leur PC dans le train, machin. Moi, je ne suis pas attiré par le film, alors que j'adore le bestiaire de la mythologie grecque. Bah, peut-être parce que justement, ça fait un show ultra réaliste. Alors, c'est vrai que toi, si t'es déjà pas attiré, je sais pas si vraiment le film va te plaire. J'ai peur que tu trouves le temps long. Même si, à mon avis, il y a des séquences que t'aimeras bien. La scène du cyclope, mon goat, je suis sûr que tu vas la kiffer. Mais après, est-ce que tu vas pouvoir apprécier l'intégralité du truc? Par curiosité, je pense que c'est quand même un film à aller voir. Donc je t'incite quand même, R2077, à aller le voir, parce que c'est un film à voir, mais bon. Ludwig Göransson au pour un 4e Oscar? Non. Non, la bande son, en fait, elle est assez paradoxale parce que c'est une bande son qui frappe pendant la séance. C'est une bande originale qui va totalement sublimer ce que tu regardes, mais presque comme si elle était diégétique, c'est-à-dire que la musique devient indispensable à l'image. Est-ce que pour autant derrière, il y a des thèmes marquants, des thèmes que tu vas retenir, une musique qui va devenir iconique et sortir du lot? Non. Non. Euh, c'est pas Smokestack and Twins de Sinners. C'est pas Rocky Road to Dublin. C'est pas le thème du Mandalorien. C'est pas des trucs qui vont te rester comme ça, comme a déjà fait Ludwig Göransson.
C'est pas, voilà, pour moi, c'est pas des sons que tu vas réécouter en disant quelle bande originale fabuleuse. Par contre, dans le film, elle est beaucoup trop importante. Elle est beaucoup trop importante. Et au cas où, John Berntal est excellent. Voilà, je voulais terminer là-dessus, sur quelque chose, voilà. Peut-être que vous vous attendiez pas à ce que je vous sorte ça. On a beaucoup trop vu mon téton dans cette vidéo. Peut-être que vous vous attendiez pas à ce que je sorte ça, parce que je parle assez peu de John Berntal. Je sais pas si vous connaissez John Berntal, c'est un petit nouveau qui débute, que j'aime bien. Je vous le conseille. Mais John Berntal est excellent. Il n'y a pas d'acteur que j'ai trouvé. Si, alors... Tom Holland est peut-être un peu trop mesuré. Tom Holland n'est pas l'acteur qu'on voit le plus. C'est Travis Scott. Il a 2 scènes et il dit 2 phrases, je crois. Et c'est à chaque fois les mêmes. C'est-à-dire qu'en vrai, il aurait pu en tourner une et au début et à la fin du film, on a remis la même. Et comme il y a 3 heures de passé, on s'en rendrait même pas compte. Mais bon, il joue bien ce qu'il a à jouer. Hein. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse un petit Finn, tu vois. Mais non. Oh, mais j'attendais vraiment que Finn, ce soit la musique du générique. J'avais vu ça pourtant, moi. Que c'était dans le film. Mais non. Mais non, oui, sinon, il est pas... Et voilà, mais il est... Tom Holland est peut-être un petit peu en retrait, je trouve, par rapport au talent du bonhomme, qui est quand même un acteur de talent. Mais bon. Étant donné qu'il n'y a qu'une seule salle IMAX en France, est-ce que ça s'est senti que les images que tu voyais n'étaient pas celles prévues par Nolan ou c'est resté impressionnant? Moi, j'ai jugé le film par rapport à ce que je connais de Nolan ou ce que je vois par exemple d'un mec comme Denis Villeneuve, parce que c'est 2 films qui se ressemblent beaucoup. Les images sont superbes, mais moi j'ai regardé les plans, j'ai regardé la méthodologie des plans, j'ai regardé comment il les a construits, j'ai regardé la mise en scène, j'ai regardé les lumières, le jeu des couleurs. Savoir si ça rend mieux ou pas en IMAX, comme tu dis très bien. Moi, j'ai pas l'habitude de l'IMAX parce que j'habite à Royan et faut en faire des kilomètres pour avoir une salle IMAX, tu vois. Donc je peux pas te dire ça, pour le coup. Ça se remarque pas en tout cas. Enfin, moi personnellement, dans ma vision, ça se remarque pas. Mais pour apporter de la nuance, moi j'ai tellement été pris par le travail sonore que ce qui m'a encore plus bluffé, c'est la musique et le son au-delà de l'image. C'est dire le niveau quand même. Enfin, Preach, tu verras quand toi qui fais l'écoutant et qui travaille sur un truc audio, je pense que toi, tu vas prendre une espèce de petite claque dans les oreilles, pas piquer des hannetons. Hein. Parce que toi qui es dans ton élément avec le travail sonore, c'est très, je le redis, mais c'est très, 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 très rare que je sois à ce point-là, genre en mode... Ah ouais. Genre, tu sais, t'es pris de partout, en fait. C'est comme on a dit, je sais plus qui disait ça dans le chat, mais les hurlements du cyclope, t'es pris de partout. Tu te dis par pitié que ça s'arrête, ce truc, quoi. Mais dans le bon sens. Donc ouais, moi j'ai été bluffé là-dessus. Hein. C'est vraiment ça, moi, qui m'a impressionné. Messieurs, dames, je vais vous laisser pour ce soir. On se retrouve demain pour Arak Attack, je crois. Je vous fais des bisous. Foncez voir hein, quand même ce film. Et après, plongez-vous dans un live de Clavicular. J'avais juste envie de citer Claviculaire parce que j'aime bien le nom, c'est tout. Je sais pas pourquoi. Mais en ce moment, j'ai trop envie de dire le mot claviculaire. Ça me fait trop rire. Ce mec est tellement un arriéré. Je sais pas, le mot claviculaire me fait rire. Donc allez voir l'Odyssée. Et puis après, imaginez ce que ça ferait si Claviculaire se faisait dévorer par un cyclope. Ça fera une bonne soirée à tout le monde. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Des bisous.